Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un second brunch review et pour cette brunch review je vais te demander un maximum de pouces bleus, de commentaires, de partage. Pourquoi? Car aujourd'hui j'ai la chance d'avoir invité une superstar à prendre le café avec moi. Elle a accepté gracieusement cette invitation et c'est une personne en or et simplement géniale. Et je remercie encore Annick Marie pour tout ce qu'elle a fait pour moi pendant ces 2 jours. Et je la remercie pour toutes les leçons qu'elle m'a données en aussi peu de temps. Du coup, je vous demande un maximum de partage et de likes et de commentaires dans la description pour avoir un maximum de visibilité pour que 2 personnes de la communauté voyage viennent prendre un café en terrasse avec moi, tout simplement. Et je vous en serai très reconnaissant, bien sûr. Et je vous laisse profiter de cette interview. Et moi, je vous retrouve juste après. Bonjour Annick-Marie. Bonjour Quentin. Comment ça va? Ça va bien toi? Ouais, ça va. Tu vas te présenter? Bah oui, écoute, Annick-Marie, globe stoppeuse, on peut me trouver un petit peu partout sur internet. Je suis conférencière et blogueuse et auteure sur le voyage alternatif. Je me spécialise en autostop. J'étudie le phénomène de l'autostop depuis 2009. Et, ça me plaît beaucoup et j'ai pas l'intention d'arrêter. Quel est ton tout premier souvenir de voyage? Alors moi je viens d'un petit archipel, les îles de la Madeleine. Et les îles de la Madeleine c'est assez isolé, c'est à 120 km à peu près du rivage. Donc quand on sort des îles de la Madeleine, pour moi c'était le grand voyage. Et mes parents avaient acheté un van qu'ils avaient aménagé. Et donc comme mon père était un site, on s'est retrouvés à faire plusieurs road trips comme ça avant mes 8 ans. Donc tous mes souvenirs de voyage avec mes parents, c'était pour aller voir des gens qu'on avait rencontrés sur l'ancêtre de l'internet. Moi mon premier souvenir c'est de traverser le Québec, se rendre jusque là-bas et aller rencontrer d'autres passionnés d'informatique dans les années 86-87. Quelle est pour toi ta principale qualité? Je pense que je suis transparente. Et si tu as la question quel est ton principal défaut, tu vas avoir je suis transparente. La plupart des gens qui me côtoient un petit peu, ils en apprennent comme ça sur moi. Et parfois des trucs qui sont pas roses. J'aime bien montrer aussi les difficultés et les défauts parce que ça montre que on est humain d'abord et avant tout. Je suis pas un personnage, je suis une personne très réelle. Et du coup j'ai remarqué, quand je me sens un peu un devoir d'éduquer les gens sur des sujets qu'ils connaissent moins, quand moi j'ai ce vécu là, quand j'ai la force d'en parler. Par exemple, je te donne un très bon exemple, je suis bipolaire, très légèrement, mais suffisamment pour que ça me pose problème dans certains aspects de ma vie, notamment pour trouver un vrai boulot. Et du coup c'est vrai que d'être transparente, ça permet de dire ok, moi je suis bipolaire, donc il y en a qui font du voyage et qui vivent avec ça. Si vous avez des questions, venez me voir, ou moi je peux parler de santé mentale, il n'y a pas de tabou. Donc ça c'est à la fois quand j'ai un genou par terre, j'ai remarqué que j'inspirais les gens par le fait que j'en parlais et que parfois dans notre culture actuellement, on est plus Facebook tout va bien, regardez ma vie c'est magnifique, et on va traiter des gens. Quelle sensation cherches-tu en voyage? Si je dis la rencontre, ça va être un petit peu cliché quand même. Il y a des sites de rencontres maintenant, on peut faire la rencontre. Moderne. Voilà, exactement. En fait, moi ce que j'aime c'est la petite sensation d'imprévu. En faisant du stop, je suis obligée de faire confiance aux gens. Je suis à l'école qui m'enseigne que les gens sont bons en général. J'ai une preuve à tous les jours. Alors par exemple, je me mets au bord de la route et je me remets à faire du stop, j'ai toujours ce doute qui dit mais en fait ça marche pas le stop, il n'y a personne qui va me prendre. Et je me mets à me faire des films du genre je décollerai jamais d'ici, en fait I'm a fraud, ça veut dire je suis une grosse menteuse, je dis que l'autostop ça marche mais ça marche pas. Et là tout d'un coup il y a une voiture qui s'arrête et là c'est parti. Et toute la journée je fais confiance à la vie et je vois que je vois surtout des gens sympas. Donc, hier tu me parlais d'autostop passif et actif, c'est ça? C'est quoi qui est différenciant? Alors, l'autostop passif, c'est l'autostop tel qu'on se l'imagine de façon glam. La personne en bord de route comme ça, qui montre son pouce et qui regarde dans les yeux. Si c'est une meuf, il faut qu'elle ait une mini-jupe et qu'elle soit assise sur une valise avec... voilà. C'est le côté, je suis en bord de route et c'est moi qui sollicite passivement. Les gens me voient, ils savent que je fais du stop et ils s'arrêtent s'ils en ont envie. Et de nos jours, en fait, dans l'Europe de l'Ouest, c'est pas partout comme ça, dans l'Europe de l'Ouest, c'est beaucoup l'autostop
actif. On va de station-service en station-service sur les grands axes d'autoroute ou sur les grandes nationales. Et comme ça, on s'arrange pour voyager beaucoup plus rapidement. Hein. C'est quand on utilise le stop vraiment comme moyen de transport plutôt que comme prétexte à l'aventure. Et là, il y a un petit peu d'interaction et c'est beaucoup plus efficace pour faire du stop. On part beaucoup plus rapidement parce que déjà, on a la chance de solliciter chaque personne individuellement et elle a la chance de nous regarder, de nous évaluer rapidement. Donc on peut susciter la confiance rapidement si on a une bonne bouille et si on a une bonne attitude. Quoi d'objet que tu emmènerais sur l'île déserte? Un grain carré de tissu, parce que je peux faire plein de choses avec ça. Ça peut être autant un truc pour me protéger du soleil, pour transporter des choses. Pendant très longtemps j'avais un paréo à la place d'un sac à dos. Peut-être un marqueur pour faire du stop, mais aussi pour prendre des notes, pour me marquer un chemin, des choses comme ça. Et puis un épinel, je pense, parce que maintenant je deviens de plus en plus savoyarde. Ton pays que tu rêverais de visiter? L'Inde. Alors les gens ont cette vision de moi comme une personne qui a voyagé partout. C'est faux. Je n'ai pas voyagé partout. Désolée. Et le truc c'est que je me déplace beaucoup par la voie terrestre. Et l'Inde, j'étais pas tout à fait prête à traverser l'Afghanistan à l'époque. Mais j'aimerais bien m'octroyer ce voyage quand je me sentirai prête. C'est un truc qui est à la fois un peu plus spirituel et à la fois très terre à terre pour moi. Parce que je sais qu'il y a énormément de blancs comme moi ou de gens qui ont cette vision glorifiée de l'Inde comme un pays spirituel. Et qu'en fait, c'est une fourmilière en même temps. C'est très très humain et très dur comme pays aussi, je pense. Voilà, ça m'intéresse, mais d'y aller avec cette double vision. J'avais entendu que c'était l'Inde, c'était soit t'adores, soit vraiment tu détestes. C'est vraiment les deux opposés. T'as le syndrome du voyageur en Inde aussi, qui est un genre de choc culturel immense. Une version du choc de Stendhal, mais à l'envers en fait. Tu t'attendais à quelque chose de fabuleux et en fait c'est très crade et la proximité des gens ça peut être envahissant. Moi si j'y vais, j'irai plus dans le nord en fait, plus près des montagnes je pense. Par exemple Goa ça m'intéresse pas. Goa c'est là où il y a tous les hippies, les festivals de danse, machin. Et t'as le Rajasthan, c'est l'état le plus visité en Inde. Moi je m'imagine beaucoup plus aller plus vers le nord, au nord de New Delhi notamment, ou encore j'avais une copine qui était allée aux Anskars, il y a beaucoup les Anskaris sont un peu proches des Tibétains, voilà, ça m'intéresserait d'aller au Sikkim par exemple, c'est une petite région éloignée au pied de l'Himalaya. Ton mot préféré dans une langue étrangère? Oula, Trampen. Je vais faire Trampen ça veut dire autostop en allemand et c'est drôle parce que en anglais tramp c'est resté comme Alexander Supertramp, Into the Wild, voilà Supertramp c'est le super baroudeur mais tramp ça veut aussi dire pute en slang anglophone et j'aime bien ce choc des genres, ce côté à la fois insulte et ce côté réclamé et moi je fais ouais ok tramp alors si être libre sur la route c'est être une pute, bon bah ça va je vais prendre. Un conseil aux filles en autostop? Apprendre à dire non, apprendre à se pratiquer à dire non, se pratiquer à refuser. On est éduqué, les filles, je pense, les femmes en général, à dire oui, à dire qu'il n'y a pas de problème, à faire comme si tout allait bien, je gère, il n'y a pas de souci, à accepter un peu tout pour ne pas être méchante. Hein. On se fait beaucoup enseigner la gentillesse, voilà, dis merci, dis s'il vous plaît au monsieur, machin. Mais quand on est dans une situation d'autostop, il faut vraiment clairement mettre les limites, il ne faut pas avoir peur d'avoir l'air d'une marâtre, d'avoir l'air de quelqu'un, d'une bitch, hein, comme on dirait. Et c'est vrai, il y a des moments où il faut mettre ses limites le plus clairement possible, sinon ça peut aller vers des pentes glissantes parce qu'on apparaît comme des victimes potentielles. Et donc moi je prends même pas le risque, même si des fois ça veut dire je suis un peu brusque, ça m'empêche pas d'avoir beaucoup de gratitude, mais faut
prévoir qu'on aura à dire non, qu'on aura à dire ok, descends-moi ici. À un moment donné, un jour, ce sera peut-être pas pendant les 5 ou 6 premières années d'autostop, mais ça peut arriver un jour et juste pour ça, c'est un cadeau de la vie qu'on s'offre, je pense. Ton plus beau souvenir? J'ai une expression qui dit les meilleurs sont les pires. C'est-à-dire que souvent les expériences d'autostop ou de voyage, elles sont celles qui sont à la frontière de ce qui est mal ou mauvais, elles te mettent dans un état de sensibilité accru qui fait que là, parce que tu te crois en danger et peut-être que tu l'es pas, tu es hyper sensible et tu enregistres tout quoi. Donc il y a une histoire d'autostop que j'ai racontée dans un bouquin, le Pousseux histoire d'autostop. C'est un mec qui avait tué quelqu'un d'autre en fait, qui était en liberté conditionnelle. Il n'était pas dangereux pour moi. Et au départ, quand il m'a pris en autostop, il m'a mis la main sur la cuisse. Donc moi j'ai essayé de changer de sujet, il m'a annoncé qu'il était un meurtrier. Et là il était dans ses petits souliers, voilà, tout mal, en disant voilà si tu veux je te dépose ici, il n'y a pas de souci. J'ai enregistré énormément de choses de cette rencontre qui était très très troublante et qui pour moi représente un peu le summum du stop, de la vulnérabilité que les gens peuvent avoir, l'ouverture qu'ils ont pour nous raconter leur vie. Là j'ai eu une histoire semblable avec un soldat aussi qui m'a pris en stop, un ancien soldat qui a fait la guerre de Yougoslavie, donc qui était sniper, tireur d'élite. Ces histoires-là en fait sont parmi les meilleures et parmi les pires à la fois parce que sur le coup, moi j'ai cru qu'il était dangereux pour moi. Et je voudrais pas en avoir tous les jours comme ça. Ah non? Mais elles sont mémorables et pour moi elles m'ont transformée, elles m'ont transformée la vision. Bah du coup je te demande pas tes plus grosses galères, si? Oh les galères pour l'autostoppeur, il y en a plusieurs. T'as le kidnapping qui est aussi sur mon blog. J'en ai fait un débrief longtemps, qui m'a beaucoup appris et qui a été quand même un peu traumatisant au départ. Et j'ai pas été altérée physiquement, tu vois, j'ai pas eu des conséquences dramatiques. J'ai eu parfois plus d'attouchements que dans ce moment-là. Et bon, maintenant j'ai un bullshitomètre. Donc voilà, quand je sens que là ça me dit n'importe quoi, je réagis très très rapidement. Je suis très à fond. C'est pour ça le conseil que je vais donner, je le donne d'expérience aussi, c'est arrivé quelques fois. L'attente, c'est souvent pire. Parce que là tu peux rien y faire. Donc vive l'Espagne, hein, c'est super pour faire du stuff. Ouais, c'est pas... Viva Italia. Passe par-dessus la côte cassée au Kazakhstan, l'insecte dans l'œil alors que j'étais sur mon vélo. Qu'est-ce que le voyage t'a apporté? Bah, le voyage c'est une école constante, c'est en formation continue. T'en apprends sur toi, t'en apprends sur le monde, t'apprends des langues, t'apprends des façons de rencontrer les autres. Tu peux apprendre l'humilité, t'es pas obligé. Il y en a beaucoup que j'ai rencontrés et puis même moi, des fois il faut se le rappeler. Les gens nous transportent, c'est pas nous qui les arrêtons. Ça t'apprend la gratitude. Je pense que le voyage va continuer à m'apporter toute ma vie, j'espère. Pour moi le voyage immobile, c'est un état d'esprit le voyage, c'est pas vraiment une collection de pays et de trajets. Quelque chose que tu regrettes de ne pas avoir fait lors d'un voyage? Non, je pense que j'ai toujours fait ce que j'ai voulu en fait. J'ai peut-être pas voulu grand chose. C'est-à-dire que je cherche pas forcément à voir. Parce que voir, je peux le faire à la télé, je peux le faire avec les cartes postales, il y a des très bons, des personnes qui vont se lever aux petites heures du matin pour prendre le coucher, le lever de soleil parfait. Moi je suis pas comme ça, j'ai toujours préféré passer plus de temps à l'intérieur et flâner, et savoir que j'ai tout le temps devant moi. Et du coup la course aux choses à voir ou aux choses à faire, je l'ai pas trop ressenti. Et j'ai toujours été très contente de ce que j'ai pu faire, même si ça veut dire par exemple que en Turquie, voilà, j'ai fait le sentier de Saint-Paul, j'ai fait les 3 premiers jours. J'ai abandonné parce que c'était trop dur pour moi et que j'avais chaud, j'avais soif, c'était désagréable. Et pour moi c'est parfait d'avoir abandonné, ça fait partie de la réalité du voyage, ça fait partie de ce que je suis. Et puis la prochaine fois je me préparerai mieux, différemment, j'ai appris quelque chose de très fort, donc ça me semble... Ouais, j'ai fait tout ce que j'ai voulu. As-tu un rituel au voyage? J'en ai beaucoup. Pour moi les rituels c'est l'amour. C'est un sens que on aime, et une façon d'exprimer son amour c'est à travers les rituels qu'on a. Et donc mon amour de la route il doit s'exprimer par les rituels. Un exemple, quand je fais du couchsurfing ou quand je suis hébergée chez quelqu'un,
je vais dire bonjour à la maison. Hein, la personne qui a visité la maison, le tour du propriétaire, c'est un classique, on fait toujours ça, on fait visiter la maison. Donc on me dit, bah voici le salon, bonjour salon, ça c'est la salle de bain, bonjour salle de bain, enchantée. Ça a l'air un petit peu con, mais moi ça me fait sentir chez moi en fait. À partir du moment où j'ai dit ça, je suis un peu chez moi. Quand je passe plus de 2-3 jours au même endroit, je vide complètement mon sac et je redonne mes choses comme si je vivais dans cette pièce. Ça m'évite d'avoir le sac comme ça dans tous les sens et au moment de repartir, bah, j'ai un certain ordre aussi dans mon sac à dos. Il y a une façon de mettre les choses très très lourdes au fond, de remettre sur les trucs sur les côtés. Oui, voilà. Ouais, donc j'aime pas vivre dans mon sac à dos, j'aime bien sortir complètement et dire ok, je vis ici pour 2 jours, pour 3 jours. Et au moment de partir, je dis toujours à tantôt. Bisbald ou dans toutes les langues, voilà, see you very soon en anglais, parce que pour moi tantôt, pris littéralement c'est tantôt, ça veut dire que ce sera sans doute plus tôt qu'on le pense, on risque de se rejoindre, moi j'y crois. Tu as un gris-gris? Un quoi? Un gris-gris. Un gris-gris. J'ai un petit Bouddha en fonte que je trimballe avec moi depuis de nombreuses années quand je pars sur un voyage assez long. Sinon j'ai tendance à le laisser à l'endroit qui est mon camp de base, ou comme ça. Et il me regarde dormir. Et quand les gens me demandent pourquoi Bouddha en fonte, je dis pour voyager léger. C'est important. Et sinon j'avais un bouchon de liège, mais là c'est ma copine québécoise qui travaille dans la restauration, elle me donnait un bouchon de liège à chaque fois que je repartais, il y avait une symbolique derrière. Et du coup je revenais, je lui ramenais son bouchon de liège qui avait fait beaucoup de kilomètres. Un aventurier, une aventurière, un voyageur, une voyageuse que tu admires? C'est un peu ce qui m'a inspirée, c'est peut-être pour ça que je suis jamais allée en Inde, parce qu'elle l'a beaucoup écrit et du coup moi les seuls aventuriers et explorateurs que j'ai lus c'était elle, Sandra Devinel. Je l'ai beaucoup lu quand j'étudiais le bouddhisme et du coup elle m'a donné des images de voyage comme si c'était relativement normal en fait, que c'était possible, voilà, il fallait gérer. Et j'ai jamais eu cette impression que, par exemple, j'ai eu plus tard sur la route, parce que je suis une femme, je ne devrais pas voyager. Donc en la lisant, c'était simple, elle était la personne qu'elle était, elle est partie en voyage, elle me faisait une côté très théorique aussi, que j'ai beaucoup, moi, très analytique. Dire ok, je pars pour étudier, je fais un voyage qui est sérieux, qui est important, d'une certaine façon, moins pour moi, et pour apprendre. Après, je suis sûre que dans mes contemporains, il y a plein de personnes, j'ai tendance à admirer beaucoup la relève. Par exemple, Astrid Histoire de Tongue, dont on parlait plus tôt, qui a un blog sur le voyage alternatif, qui parle beaucoup plus de ses voyages que moi. Et je trouve ça bien parce que maintenant on est visible, il y a plus de femmes visibles. Bon, je pourrais nommer des hommes, mais tout le monde les connaît, tout le monde les a vus. Des grands autostoppeurs, Ludovic Hubler, André Giroux, je les admire pour ce qu'ils sont, ce qu'ils ont fait, mais c'est pas, je suis pas aussi admirable peut-être que les femmes. Là c'est vraiment différent parce qu'il n'y avait pas de visibilité pour ces femmes-là. Tu joues aux jeux vidéo? Un petit peu. À quoi? Là je suis beaucoup sur mon téléphone pour m'endormir le soir, mais j'ai été une grande fan de Final Fantasy 1, 2, 6 et 7 et 8, ouais, et 8. Mais en fait moi je suis fan de Tifa. C'est elle qui était le personnage du premier film de Final Fantasy. Il y a eu 2 films. Et le premier film de Final Fantasy c'est un film historique aussi parce que c'est un des premiers films entièrement animés par ordinateur. Et Tifa, elle a ce côté guerrier, tu vois. Elle ressemble un tout petit peu à Lara Croft dans le look, elle a les longs cheveux noirs, relativement sexy, mais surtout elle a de la gueule. Voilà, elle sait se battre aussi. J'aimais bien ce personnage et j'ai toujours aimé Final Fantasy. Mon premier surnom sur internet avant Globestoppeuse, c'est Périlis, qui ça vient de Final Fantasy 1, c'est un oiseau méchant qui prie. D'accord. Voilà, ça fait longtemps que je l'ai, celui-là, ça fait depuis 95 ans. Quand même un peu avant. As-tu un tatouage? J'en ai 4. Il y en a qui sont... Celui-là, un tatouage inuit, ou comme je dis parfois de l'appropriation culturelle. J'ai vécu au Nunavut pendant 1 an, donc au Canada dans le Nord. Et j'ai eu un accident de motoneige, j'ai eu la main droite écrasée en 2 motoneiges. Et donc j'ai fait faire le tatouage un peu plus tard, un peu pour marquer le coup. Lui c'est celui qui est visible, mais j'en ai 2 dans le dos, j'en ai un sur la côte qui a été cassé au Kazakhstan. C'est un vers d'un poème québécois de Gaston Miron. Et ça dit mon corps est un dernier réseau de Tikamourou. C'est un tatouage collectif. Plein d'autres gens ont ça,
pas ce vers-là, mais les autres vers du poème, il y a 200 vers, 220 vers, un truc comme ça. Et donc on est un groupe de personnes qui se connaissent pas tous, mais... Et ceux dans ton dos, qu'est-ce que c'est? C'est un peu plus identitaire. J'en ai un qui est Fleur de Lys, que j'ai fait quand j'avais 15 ans. Avec la permission de mes parents, bien entendu. Et l'autre, c'est un thistle, un chardon. C'est le symbole de l'Écosse, où j'ai ma famille adoptive. Et en fait, c'est un peu une blague en même temps, parce que voilà, nous au Québec, quand j'ai grandi près d'Ottawa, après, voilà, il fallait détester les Anglais, donc il y avait un peu la blague. Du coup, c'est vraiment une blague. Voilà, pour ceux qui connaîtraient, c'est la plus vieille alliance, la plus longue alliance politique, 400 ans d'alliance entre les Anglais et les Écossais, entre les Français et les Écossais. Ouais, les Écossais. Ouais. Ça continue dans le foot de nos jours, dans le rugby aussi. Tu sais le foot, le vrai foot, pas le soccer, le vrai foot? Ouais. Non? C'est horrible, non. Je suis pas le sport. Par contre, je connais des autostoppeurs qui font match de foot après match de foot. Hein. Mais le vrai football canadien ou le foot US? Ah. Moi je parle pas du soccer. D'accord. Vous appelez le football américain, ouais. Bah, je sais que ça existe, mais c'est une machine argent à laquelle je ne contribue pas. Voilà, c'est pas mon type de culture. Je suis pas dans le sport comme ça. J'aime beaucoup plus le cyclisme ou le cyclotourisme. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, moi c'était le patin à glace, le patin artistique et le cirque, les arts du cirque. Et pause. Pourquoi pause? Alors, parce que la caméra a cessé de tourner. Du coup, j'ai pas la fin de l'interview, j'en suis désolé. C'est vraiment triste. J'ai reparlé de cette interview avec elle et il y aurait probablement une petite surprise dans quelques jours. En attendant, je vous propose d'aller acheter son livre, La Bible du Grand Voyageur, qui est vraiment une référence en termes de voyage. D'aller voir son blog, Blogstoppeuse, Facebook, Instagram bien sûr, Facebook, Twitter pardon. Également, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Sur ce, je vous dis à bientôt sur les routes. Ciao.